c'est mon propre ordinateur. Ceci nous permettra de nous concentrer sur nos trois intervenantes. Et donc, sans plus tarder, je vais les présenter extrêmement brièvement de façon à leur laisser la parole. Nous avons le plaisir en premier lieu d'avoir ce soir Vanessa Charbonneau, vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, chargée des affaires européennes, membre du comité des régions. Vanessa Charbonneau, bienvenue. Voulez-vous compléter, s'il vous plaît, cette carte de visite? Bonsoir à tous. Je suis ravie de participer à ce webinaire. Je suis une habituée des rencontres des maisons de l'Europe, Centre d'information Europe Direct. Là, on se retrouve sous un format un peu particulier, mais j'ai noté que c'est un format qui permet d'accueillir un grand nombre de personnes. Donc, je suis ravie qu'il y ait autant de monde autour de la table virtuelle. Et donc, effectivement, sur mes qualités, en tous les cas mandat, je vous avais tout dit, donc je suis membre du comité des régions depuis janvier 2020, et je vous ai dit rapidement tout à l'heure qu'effectivement, j'ai pu faire la session d'installation, mais que depuis, nous avons été confinés, et donc toutes les sessions se déroulent de façon dématérialisée. Et donc, depuis 2015, je suis vice-présidente en charge des affaires européennes à la région des Pays de la Loire. Merci beaucoup. Et ce n'est pas à cause du confinement que vous avez une petite voix métallique, c'est simplement la technique qui n'est pas parfaite, comme moi j'ai une image un peu fixe. Mais donc, vous pouvez nous ajouter peut-être que vous avez un attachement territorial plus spécifique dans les Pays de la Loire? Je suis sartoise. J'ai omis de le dire, c'est important. Parfait. Eh bien, merci. Juste à côté de vous, Agnès Trarieux. Agnès, vous êtes directrice du bureau de représentation des Pays de la Loire à Bruxelles. Et je vous laisse la parole. Bonsoir à tous, enchantée d'être là parmi vous et de pouvoir participer à ce webinaire. Merci aux organisateurs. D'autant plus que nous sommes à un moment crucial pour l'Union européenne, avec deux suspens total en cette fin d'année, avec le Brexit et le budget européen. Donc effectivement, je représente la région des Pays de la Loire à Bruxelles. J'ai autour de moi une équipe de 8 personnes avec des chargés de mission qui travaillent sur différentes thématiques. Notre rôle, j'aurai, j'imagine, l'occasion de le réexpliquer plus largement, mais c'est vraiment d'être à l'interface entre les institutions européennes et le territoire ligérien. Donc, je représente les Pays de la Loire, mais il faut savoir que toutes les régions françaises sont représentées aussi à Bruxelles et une majorité des régions européennes également, ce qui fait le lien avec la suite, notre troisième intervenante peut-être. Et avant de passer la main à Élise, je n'oublie pas de remercier également au Conseil régional Delphine Goujon, la nouvelle responsable du service d'action européenne avec laquelle j'ai eu le plaisir également de parler cette semaine. Effectivement, Agnès a bien facilité le lien avec Élise Watrelot. Watrelot, avec un nom, je vais dire nordiste ou flamand peut-être. Est-ce que vous voulez vous présenter, Élise? Oui, effectivement, je suis ch'ti. Je viens de la région de Hauts-de-France, mais je travaille pour la CRPM, qui est un réseau de régions au niveau européen, de 150 régions. Donc, CRPM veut dire Conférence des régions périphériques maritimes. Et nous sommes en fait un réseau de régions qui agit à la fois en tant que lobby pour les régions au niveau européen et aussi comme forum de régions pour créer des projets entre les régions. Et mon rôle au sein de cette conférence des régions périphériques maritimes est de coordonner les 15 régions atlantiques, donc de la façade atlantique de la CRPM, qui comprend des régions de l'Irlande, du Royaume-Uni, de la France, de l'Espagne et du Portugal. Donc voilà, il s'agit au total pour la CRPM d'une équipe d'environ 50 personnes, et pour ce qui est de la commission Arc Atlantique, nous sommes 3 personnes. Et peut-être avec une petite carte que vous aviez sous la main, nous allons pouvoir nous rendre compte de ce que représente la CRPM et l'Arc Atlantique. Comme ça, on apprend tous quelque chose, ou on révise ce qu'on savait déjà, mais on l'actualise. Bon, pendant que vous mettez la carte, je n'oublie pas non plus de faire le lien avec les Pays de la Loire, mais Élise, vous le ferez en rappelant que les Pays de la Loire avaient la présidence de la commission Arc Atlantique jusqu'à une date récente, avant de passer la main au Pays basque espagnol. Exactement.
Mais peut-être voulez-vous nous dire quelque chose sur cette carte? Oui, alors les régions que vous voyez en vert clair, il s'agit des régions de la Commission Arc-Atlantique de la CRPM. Et comme vous le voyez, nous avons environ 150 régions membres du réseau qui couvrent tous les bassins maritimes européens, la mer Baltique que vous voyez en vert foncé, la mer du Nord en gris, le bassin méditerranéen en bleu foncé et la mer Noire en vert canard, je veux dire. Donc on a toutes les nuances de bleu, mais c'est effectivement pour montrer qu'on est sur tous les bassins maritimes et nous comprenons une commission géographique particulière dédiée aux îles, donc sur tous les bassins maritimes. Donc voici un peu notre réseau dans son ensemble. Bon, cette carte est la bienvenue puisque je dois avouer que dans la série des questions que nous avons eues, nous n'avons pas eu beaucoup de questions sur la conférence des régions périphériques maritimes que moi je connais bien de ma vie antérieure à Bruxelles, mais donc c'est l'occasion de nous expliquer effectivement quels sont les réseaux les plus influents à Bruxelles de façon à bien nous rendre compte de qui fait quoi. Voilà, alors donc il y a une question dans le chat et à laquelle on peut aussi répondre que bien sûr, ici nous avons un panel de 3 intervenantes dont l'une est élue, c'est Madame Charbonneau, 2 autres ne sont pas des élus, sont des représentantes de leur structure. Peut-être sur le mode d'élection de la CRPM est dirigée par qui? La CRPM est dirigée par son président qui est l'élu Kees Lochen qui travaille pour la région de Noord-Holland. Donc lui, c'est un élu. Donc c'est vraiment une organisation politique. Ce sont les élus qui façonnent les travaux de la CRPM. Et bien évidemment, pour assurer la coordination, il y a un secrétariat qui est nommé par ces régions et à sa tête, Madame Eleni Mariano est la secrétaire générale de la CRPM. Elle est recrutée par les régions membres. Bon, je fais un petit arrêt complémentaire pour qu'effectivement chacun de nos auditeurs comprenne bien. Et je vais redonner la parole à Vanessa Charbonneau pour bien nous expliquer la structure d'un conseil régional Pays de la Loire, mais qui est analogue dans d'autres régions sur les élus et les non-élus. Alors très rapidement, et je suis désolée pour le son qui semble-t-il est assez mauvais de mon côté. Le conseil régional, donc il est élu, pour le mandat actuel, il est élu en décembre 2015. Il devrait être réélu en juin 2021. Et l'élection se fait par liste départementale qui constitue ensuite le conseil régional. Donc, nous sommes tous issus d'une liste départementale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis issue de la liste départementale de la Sarthe qui a été menée par Christelle Morancet, qui est l'actuelle présidente de la région des Pays de la Loire. Très bien. Et pour avoir un ordre de grandeur, puisqu'on parlait de l'effectif de la CRPM, le nombre de personnes qui travaillent pour le Conseil régional des Pays de la Loire. C'est presque une colle parce que je ne vais pas vouloir vous donner de chiffres, non pas vouloir, mais pouvoir. Il y a pas mal d'évolutions de compétences au sein des collectivités depuis 2010 notamment. Et donc, nous avons notamment intégré récemment des compétences telles que les transports scolaires, l'économie, donc qui pour le coup perturbe un peu mes chiffres, mais je peux vous les retrouver pendant la session. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes 93 élus au sein du Conseil régional. D'accord. Bon, merci beaucoup pour ces présentations. Est-ce qu'on a oublié quelque chose qui vous tient à cœur dans votre présentation? Peut-être compléter aussi par rapport à la question. Effectivement, nous sommes une association. Je suis directrice de l'association financée par le conseil régional, la région, mais également les 5 départements de la région des Pays de la Loire, ainsi que les 3 chambres consulaires et certaines villes et métropoles de la région également. Bon, ça c'est une précision utile parce que ça fait partie évidemment des choses qui sont difficiles à comprendre pour les gens. On parle d'un comité des régions et Vanessa Charbonneau l'expliquera. Il n'y a pas que des représentants des régions. Dans un bureau dit régional, il n'y a pas qu'une région qui se représente. Et la CRPM aussi est un ensemble de régions, mais avec la diversité des compétences régionales. Et notre président, je rajoute, est Monsieur Luc Guyot, donc vendéen. Voilà, bon, donc on est content, effectivement, je fais la liaison en saluant l'ensemble des participants qui viennent bien de
l'ensemble des 5 départements ligériens, plus quelques bons suiveurs de nos webinaires un petit peu partout. Mais donc, nous sommes contents d'avoir une palette représentative qui nous a fourni, comme d'habitude, une série de questions intéressantes. Et nous en avons fait une petite sélection. Nous allons garder la spontanéité avec nos autres 3 intervenantes. Nous vous proposons un fil conducteur qui va être assez simple, qui est de commencer par l'action des régions à Bruxelles, donc de décoder un petit peu plus ce que vous avez commencé à faire pour nous expliquer qui fait quoi à Bruxelles. Et donc, on parlera bien sûr notamment du comité des régions, du bureau de représentation des Pays de la Loire et de la CRPM, mais pas uniquement. On va essayer de prendre un angle d'attaque un petit peu plus large pour commencer. Et puis après, nous avons alors ce premier grand bloc, on va essayer de lui consacrer 2 fois 15 minutes, mais vous allez voir, le fil conducteur va vous être donné par Hélène dans un instant, il est assez simple. Et puis nous gardons le temps à notre disposition pour 15 minutes pour quelques questions autour du budget européen en 2021 et au-delà, notamment tournées vers les dimensions régionales. Donc vous ne couvrirez pas tout, notamment parce qu'on a déjà beaucoup parlé de santé, d'économie et de social, mais assez peu de politique régionale, notamment, qui nous intéresse tout de même très directement, ou de politique maritime. Et puis un dernier tour de piste avec quelques questions sur le rôle des régions françaises sur les questions européennes. Le rôle des régions françaises sur les questions européennes, parce que ça fait partie des questions qui sont posées par nos participants, elles sont bien logiques, et donc ça va tourner plutôt sur l'usage, l'utilisation des fonds structurels notamment, mais nous n'oublierons pas de les mettre en perspective régionale, puisque les régions françaises, encore une fois, sont des régions parmi, je pense, les 250 régions répertoriées ou connues à Bruxelles. Est-ce que ce chiffre de 250 est à peu près correct? L'une d'entre vous veut commenter ce chiffre de représentation des régions en Europe? Alors, on parle de plus de 300 bureaux de représentation. C'est sous des formats très variés. Ce n'est pas forcément une région, surtout que les régions n'existent pas au sens NUTS 2, au sens français dans l'ensemble de l'Europe. Donc, on parle de plus de 300. NUTS 2, il faut nous l'expliquer. Très brièvement, c'est le niveau régional en France. Comme ça donne une idée. Et le NUTS 3 est au niveau départemental. Oui, c'est ça. Donc là, on est dans des classifications qui permettent effectivement le dialogue au niveau européen pour savoir qui se dit région ou qui se dit collectivité territoriale. Mais naturellement, si on est letton ou si on est à Malte, on va raisonner différemment que les Länder allemands ou l'Espagne. Et donc, c'est la complexité de notre système. Et donc, c'est la raison pour laquelle on vous fait une carte de visite assez longue pour que nos auditeurs comprennent bien qui vous représentez. Eh bien, si vous en êtes d'accord, on va commencer par ce premier bloc de questions. Et puis, c'est Hélène qui va les poser. La règle du jeu est la plus simple, c'est-à-dire qu'elle va vous faire une attribution de questions. Si vraiment l'attribution ne vous plaît pas, vous la laissez à quelqu'un d'autre. Mais on essaye d'éviter que chacun réponde 2 fois aux mêmes questions. Ou en tout cas, on va faire une distribution qui nous semblait assez logique. Et donc, Hélène, tu as la parole. Alors, rebonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc, parmi les 90 personnes qui se sont inscrites à cette rencontre ce soir, plusieurs, et on vous remercie tous, vous nous avez envoyé des questions. Donc, pour cette première partie qui concerne le rôle des régions à Bruxelles, donc on vient d'avoir une définition par Madame Trarieux de ce qu'est une région plus ou moins. Alors justement, la première question de Marie-Lise du Maine-et-Loire qui demande « Pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne l'échelon de la région à la fois par rapport aux autres pays et dans l'ensemble de l'organisation de l'Union européenne ?» Alors, les questions qui vont vous être posées ce soir n'ont pas été transformées par les organisateurs que sont les 5 Europe Direct des Pays de la Loire. On vous les livre telles qu'elles nous ont été livrées. Donc, cette question peut-être pour Madame Charbonneau ou Madame Trarieux. Donc, comment fonctionne l'échelon de la région à la fois par rapport aux autres pays et dans l'ensemble de l'organisation de l'Union européenne? Bon, là, la question est très vaste, hein, donc vous ne prenez que ce qui vous paraît le plus pertinent, hein, peut-être à partir de votre expérience, notamment pour bien mettre en perspective que les régions françaises ont leurs spécificités par rapport à d'autres. Mais
il y a toute l'Europe. Peut-être que je peux apporter un début de réponse et peut-être laisser Agnès sur le volet comment fonctionnent les régions à Bruxelles. Peut-être dire que j'évoquais tout à l'heure les compétences, donc ce sont près de 3000, je complète, près de 3000 agents qui sont salariés de la région des Pays de la Loire, sur un champ de compétences qui est assez large. Je vais vous passer le détail parce que je pourrais y passer beaucoup de temps, qui vont des lycées au transport et tant d'autres. Les régions n'ont pas les mêmes périmètres selon les États, n'ont pas les mêmes compétences. Donc en fait, ils ne vont pas véritablement comparer. Je vais vous citer, pour exemple, j'ai fait une réunion avec des lenders allemands et j'échange avec des ministres, tout comme j'ai pu avoir des réunions avec des Espagnols, et encore c'est différent. Je suis vice-présidente de région et très modeste, à échanger avec un vice-ministre dans une région en Allemagne qui a beaucoup plus de compétences, et notamment par exemple la justice. La justice est une compétence des lenders allemands. Nous sommes un État unitaire, un État centralisé dont les compétences régaliennes sont exercées au niveau central. Voilà. Nous n'avons pas les compétences régaliennes, mais les compétences économiques, les compétences des lycées, des transports et d'autres, de planification notamment, mais ce sont les principales différences. Bon, très bien. Peut-être Agnès veut compléter. Elise aussi, on va pas vous faire trop de questions en double et en triple, mais celle-ci mérite tout de même d'être prise vraiment par les différents angles d'attaque, parce qu'il y a différentes classifications, effectivement, plus ou moins centralisées, plus ou moins décentralisées. Des régions qui ont des pouvoirs législatifs et qui peuvent lever l'impôt et d'autres qui ne peuvent pas. Des régions dans des pays petits qui, par nature, régionalisent pas trop. Mais peut-être voulez-vous apporter un complément, Agnès et Lise, pour bien comprendre cette mosaïque très, très compliquée. Effectivement, moi je vais peut-être insister sur la façon dont on travaille, malgré les compétences régionales qui sont vraiment différentes d'un pays à l'autre. Ça fera aussi le lien avec Élise d'ailleurs. Mais globalement, les régions ont des bureaux de représentation, donc ici à Bruxelles. Les Français, comme je le disais tout à l'heure, les régions françaises sont toutes représentées. On n'est pas représenté de la même façon déjà, pour ce qui concerne les régions françaises. Je vous l'ai indiqué, nous sommes une association, mais certaines représentations de régions ici sont des émanations directes du Conseil régional. En revanche, on a à peu près tous les mêmes missions. Et ces missions-là, je pourrais les indiquer en 3 principales missions, qui est représenter la région auprès des instances communautaires, accompagner les acteurs institutionnels, élus et administrations, ainsi que les opérateurs socio-économiques dans leur démarche européenne. Ça marche aussi pour l'appui au montage de projets européens. Informer, ça c'est aussi très important, c'est-à-dire assurer une veille informative sur les politiques et les programmes européens. Donc, on le fait en lien avec nos collègues des régions françaises. Il y a beaucoup d'échanges qui se font entre régions françaises. Il y a beaucoup d'échanges qui se font avec les autres régions européennes, que ce soit des échanges d'informations sur les politiques européennes, que ce soit des échanges d'informations sur les programmes et les projets européens. On le fait donc, et je vais laisser la parole à Élise, on travaille beaucoup en réseau européen. Donc la CRPM est un de ces réseaux européens qui rassemble toutes ces régions européennes qui visent à avoir un plus fort pouvoir de représentation régionale auprès des institutions européennes. La CRPM est un réseau. Je pourrais citer également le réseau ERIN, qui est sur la recherche et l'innovation. Les Pays de la Loire, notre bureau est très impliqué dans ce réseau-là, sur des questions un peu plus focalisées sur la bioéconomie ou le patrimoine culturel et le tourisme, par exemple. Je peux citer aussi des réseaux qui sont beaucoup plus spécialisés, comme l'AREPO, qui est sur les produits d'appellation d'origine, par exemple.
te laisse. Merci Agnès. Avant de rentrer bien dans le détail de ce que peut faire effectivement le bureau, vous l'avez déjà évoqué, restons un dernier instant sur les compétences des régions. Donc, avec des régions aussi différentes sur l'arc atlantique, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, il y a une super mosaïque, hein. Oui, exactement. Et effectivement, c'est tout l'intérêt et l'enjeu aussi de notre travail au sein de la CRPM. On fédère des intérêts et des régions qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux de compétences. Alors sur l'arc atlantique, effectivement, on peut prendre cet exemple. On a différents types d'organisations, par exemple en Espagne, où on pourrait considérer que c'est plutôt une organisation hybride entre fédérale et centrale. Les régions ont de très fortes compétences, mais n'ont pas toutes entre elles, même au sein du même État, le même niveau de compétences. Donc là, vous avez un beau joker avec le Pays Basque espagnol, parce que là, c'est les plus forts, hein. Exactement, le Pays Basque espagnol a beaucoup de compétences au sein même de l'État espagnol. Voilà, on a le Portugal pour les régions continentales portugaises. Donc, il y a une évolution récente sur les présidents qui étaient avant nommés sont désormais élus, mais en tout cas, jusqu'à présent, le lien était très fort avec l'État central, à l'exception des Açores et de Madère, qui sont les territoires d'outre-mer du Portugal qui ont leur autonomie. Au Royaume-Uni, on a les nations britanniques et le Pays de Galles, notamment, qui possèdent des compétences particulières, mais en revanche, sur d'autres régions, les county councils comme la Cornouailles, les compétences sont beaucoup plus réduites. Et sur l'Irlande, effectivement, nous avons des assemblées régionales qui fédèrent plusieurs comtés, on va dire. Et ces assemblées, elles gèrent les fonds européens. En particulier, ce sont l'une des compétences. Donc effectivement, rien qu'au niveau de l'arc atlantique, le panorama est déjà différent. Et je ne vous parle pas de la CRPM en général, et aussi des traditions politiques différentes dans chaque État, et notamment avec les États de l'Est. Donc oui, effectivement, je dirais que l'avantage d'être dans un réseau comme la CRPM, c'est que les régions avec peut-être moins de compétences peuvent être emportées en fait par des régions qui sont effectivement bien positionnées au niveau européen, et donc ça permet de fédérer des intérêts et ça peut être à l'avantage de tous. Et effectivement, avec le Pays Basque comme présidence de la Commission Arc Atlantique, nous bénéficions aussi d'un positionnement assez fort auprès de l'État espagnol, par exemple. Mais voilà, avec les Pays de la Loire également, on a eu 4 ans de présidence Pays de la Loire au sein de l'Arc Atlantique qui nous ont permis de faire des choses effectivement très en lien avec les préoccupations du territoire, sur le Brexit notamment, je pourrais repréciser plus tard. Mais je dirais que voilà, on s'appuie aussi sur les atouts et les caractéristiques de chacun. Il y a au niveau européen même des régions qui font partie du Conseil, des formations du Conseil, comme la Galice, la région de la Galice en Espagne fait partie du Conseil pêche, donc discute avec des États. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie, nous, pour faire valoir aussi les intérêts de toutes les régions sur la dimension pêche, par exemple. Alors, c'est une très bonne transition, puisque la question de Gauthier, en Loire-Atlantique, comment voyez-vous aujourd'hui la coopération entre Bruxelles et les régions? Question pour Agnès Trarieux. Et peut-être, Hélène, compte tenu du temps qui passe, je te suggère de poser les 2 questions suivantes, comme ça on va faire… Alors, il y en a déjà une à laquelle on a répondu, puisque Lucille, à Bruxelles, disait quelle coopération entre les différents bureaux de représentation à Bruxelles, donc région française et européenne, mais ça, Agnès a déjà répondu. Et ensuite, nous avions Bruno, en Maine-et-Loire. Quelle est l'influence réelle du Comité des régions sur la législation européenne? Donc là, effectivement, on a une question Comité des régions qui va nous servir de tremplin pour Vanessa Charbonneau, qui est élue et membre du Comité des régions. Mais avec cette série de questions, peut-être Vanessa Charbonneau peut commencer en prenant notamment la question du Comité des régions.
Si nous ne l'avons pas perdue, j'ai un petit doute Je suis là. qu'elle est là. Voilà. Je suis là. Avez-vous entendu, Vanessa, nos dernières questions J'ai et entendu notamment... le rôle du comité des régions Oui. sur... L'influence réelle du comité des régions sur la législation européenne. Alors, vous savez que ça fait plusieurs webinaires que vous faites que les institutions européennes, c'est le trilogue entre Parlement, Conseil et Commission européenne. Donc, le comité des régions n'est pas une institution européenne qui légifère, mais il doit. Il est assez récent puisqu'il a été créé en 1994 par Jacques Delors. Et sa vocation est de faire entendre la voix des collectivités au niveau européen. Il a été créé pour cela. Et quand je dis cela, c'est que le législateur, qu'il s'agisse de la Commission ou du Parlement, maintenant le Parlement a plus de pouvoir, de compétences, est obligé de saisir le comité des régions qui donne un avis sur un certain nombre de matières. Donc, il est obligé de saisir le comité des régions pour tous les textes qui ont un impact, j'allais dire de près ou de loin, parce qu'il y a des sujets qui, a priori, paraissent ne pas concerner les régions. Et en fait, 70%, ce sont les chiffres que j'ai, mais moi je dirais presque plus pour avoir travaillé en collectivité et être élu. 70% de la législation européenne, des textes, concernent les collectivités. Donc, quand je dis collectivité, c'est le bloc local, les communes, les intercommunalités, les départements, mais aussi les régions. Et à chaque fois qu'un texte rentre dans 70%, il est soumis pour avis. Au comité des régions, ce n'est qu'un avis. Pour autant, ce que l'on dit, et c'est la réalité, c'est que la Commission, le Parlement, le Conseil également, mais nous avons d'autres canaux d'échange avec le Conseil, prennent de plus en plus en compte la voix du comité des régions. J'en ai pour preuve un certain nombre de positions qui ont été prises par le Parlement ou d'amendements qui ont été déposés par des parlementaires qui sont clairement issus ou qui sont parfois des reprises sans vouloir négliger. Je pense à ma collègue parlementaire européenne qui est en ligne et qui nous écoute, mais qui sont clairement issus de positions prises, d'avis donnés par le comité des régions. Donc, c'est une voix qui est entendue, c'est une voix qui compte. C'est la voix des 1 million d'élus locaux. C'est souvent le président du comité des régions le rappelle régulièrement. Le comité des régions, ce sont 329 membres qui sont autant de porte-parole des territoires, des élus locaux, donc les 1 million d'élus locaux, mais avant tout, parce que c'est aussi cela, et c'est pour cela qu'il est très écouté, il est le relais des citoyens, parce que son rôle, c'est non seulement faire valoir ou être le porte-parole des intérêts des territoires, enfin je dis intérêts des territoires, mais aussi, surtout, celui des citoyens européens. Bon, merci pour cet éclairage sur le comité des régions, qui est effectivement une structure qui n'est pas suffisamment connue et qui existe à Bruxelles et qui a du poids dans un certain nombre de cas en tant qu'organisme consultatif. Et peut-être pour compléter, je vois Élise en face de moi, je lui tends la perche puisqu'il y a eu une coïncidence heureuse il n'y a pas si longtemps d'avoir un président de la CRPM qui était président du comité des régions. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. La CRPM n'a pas toujours été si alignée avec le comité des régions. Comment est-ce que pour nos auditeurs, on peut comprendre qu'il y a un comité des régions puissant, que de l'autre part, il y a une CRPM active? Comment est-ce que vous vous articulez? Oui, il y a une grande articulation, effectivement. Donc, la CRPM est née dans les années 70, donc avant que le comité des régions ne soit créé. Et la CRPM a été l'un des contributeurs, justement, pour avoir cette institution dédiée à l'échelon régional au niveau européen. Donc, il y a une connexion forte et qui est, voilà, dès le début de la création du comité des régions. Effectivement, ensuite, les deux organismes ont travaillé sur leur sujet propre et l'identité particulière de la CRPM, c'est de s'occuper des régions maritimes et périphériques,
alors que le comité des régions englobe toutes les régions et tous les représentants locaux et régionaux européens. Donc notre particularité, c'est vraiment de travailler sur les politiques maritimes européennes, la politique des transports européennes, puisque c'est des régions souvent périphériques par rapport aux réseaux de transports centraux. Est-ce que sur transport, par exemple, vous pouvez nous donner un exemple d'actualité brûlante sur les transports dont on a peu parlé, mais qui peuvent nous éclairer? Qu'est-ce qu'on peut faire dans le domaine des transports? Eh bien, par exemple, très récemment, sur les transports, avec le Brexit, il y a eu un vide juridique sur la législation européenne qui traçait en fait un réseau principal, un réseau de transport principal qui passait en fait entre l'Irlande, qui passait jusqu'au Royaume-Uni et puis qui redescendait sur le continent européen pour ce qui était du corridor atlantique particulièrement. Et avec le Brexit, donc on a un pays entier qui se retire de cette carte européenne des transports et il a fallu raccorder l'Irlande au continent sur cette carte de politique des transports. Et en fait, ce règlement, donc le RTET, il est la base de la distribution des fonds européens sur le transport. Donc, c'était un sujet sur lequel nous, on s'est beaucoup mobilisés en tant que CRPM et particulièrement la Commission Arc-Atlantique pour raccorder l'Irlande au port du continent. Et un de nos participants s'interroge sur le Pays de Galles dans tout ça. Le Pays de Galles, malgré le Brexit, va rester un acteur important de la coopération. Oui, il a affirmé sa volonté de rester encore plus après le Brexit pour continuer à avoir un lien avec les régions avec lesquelles il a des coopérations historiques. Il y a par exemple une coopération entre la Bretagne et le Pays de Galles historique au sein de la Commission Arc-Atlantique également, pour des raisons culturelles et puis aussi de relations économiques. Donc oui, on continuera à travailler avec eux. Nous sommes gardiens du temps avec Hélène. Moi, j'ai l'impression que nous pourrions passer au bloc de questions plutôt centré sur le bureau de représentation à Bruxelles. Il me semble que Madame Charbonneau voulait ajouter quand même quelque chose. Alors, Vanessa Charbonneau, vous avez la parole pour éléments complémentaires sur cette rubrique. Pardon, je voulais juste effectivement apporter un complément à ce que vient de dire Élise et concrétiser peut-être le sujet. Quand on parle du raccordement de Cork au réseau atlantique, c'est raccorder le port de Cork en Irlande avec le grand port maritime de Mont-Saint-Nazaire, permettre des relations directes et permettre de continuer ces relations malgré le Brexit. C'est aussi financer potentiellement, flécher des financements sur les lignes TGV qui peuvent aller jusqu'au Pays Basque et qui passent par chez nous, voire même le contournement, ceux qui sont nantais, peut-être intéressés, mais les Manceaux également, le contournement du barreau sud de Paris qui permet d'aller plus vite dans les grandes capitales européennes. C'est juste pour apporter un exemple concret. Oui, non, vous faites bien de fortifier cet exemple. Au passage, nous ne traiterons pas tout, mais je crois, bon, il y a quelqu'un qui s'interroge sur la communication faite par le Comité des régions et la CRPM sur le travail fait par ces organismes. Rajoutez-nous quelque chose qui explique comment les gens qui voudraient en savoir plus après ce webinaire sur le Comité des régions et la CRPM peuvent se tenir informés. Il y a des sites web, ça va de soi, mais au-delà de ça, à part qu'ils vous connaissent maintenant, s'ils ne vous connaissaient pas, Vanessa Charbonneau, qu'est-ce que vous nous conseillez pour quelqu'un qui veut s'intéresser au Comité des régions dans la durée? Et même question pour Élise à la CRPM. Peut-être dire que le volet communication est alors, je vais dire, il est très fort au Comité des régions, peut-être pas assez si vous posez la question, mais sachez que c'est un volet que le président veut pousser fortement. Il y a eu, mais ça c'est historique, depuis sa création, des dialogues citoyens, donc des réunions organisées de façon régulière par les membres du Comité des régions et l'institution. Il y a beaucoup de choses, il y a notamment, et ça c'est nouveau avec la nouvelle mandature, un baromètre qui a été créé par le Comité des régions qui permet de faire l'état de l'opinion européenne, mais aussi de ce qui se fait dans les territoires. C'est également très intéressant, et je pourrais vous envoyer via les CIED les informations.
il y a un certain nombre de choses, et effectivement le site, et peut-être dire qu'à l'image des institutions européennes, toutes les sessions du comité des régions sont accessibles en direct. Nous sommes depuis 3 jours en session, elle vient de s'achever avec l'intervention, mais ça c'est pour raisonner avec la précédente question sur l'influence du comité des régions, avec l'intervention de nombreux commissaires européens avec lesquels nous avons pu échanger. Et nous avons également, il y a énormément de choses qui se font, mais peut-être l'information trop importante finalement finit par se perdre, mais moi je compte sur les CIED pour rediffuser auprès de chacun d'entre vous l'information sur le comité des régions et pas seulement. Bon, vous avez raison, on peut ajouter aussi pour notre auditeur que le comité des régions organise beaucoup d'événements. Hein. Le plus gros événement à Bruxelles, à ma connaissance, reste la semaine européenne des régions et des villes. Hein. Du 10 au 14 octobre, venez à Bruxelles à la semaine européenne des régions et des villes. Et à ce moment-là, vous verrez aussi ce que sont les autres régions et les autres villes. Donc, c'est aussi un élément, c'est-à-dire que la communication n'est pas seulement l'information descendante, c'est l'implication des gens dans les événements organisés par les structures. Et j'imagine que du côté CRPM, vous allez me faire une réponse courte parce qu'il va falloir qu'on gère bien notre temps sur l'élément communication. Comment est-ce qu'on peut communiquer mieux? Alors, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. On fait régulièrement des articles de presse. On fait des événements qui peuvent être ouverts au public également. Et bien entendu, nous faisons partie de la semaine des régions et des villes chaque année. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à nous contacter de manière spontanée. Nous avons tous nos contacts sur notre site internet. Donc voilà. Bon, merci beaucoup. On va se donner collectivement un peu plus de rythme dans la gestion de notre temps. Et donc, je laisse la parole à Hélène sur les questions suivantes, plutôt orientées vers le rôle d'un bureau des Pays de la Loire, de représentation, et plus généralement des bureaux. Alors ça, c'est pour la continuité des questions avec Pierre-Louis du Maine-et-Loire qui demande « Jusqu'en 2014, la Bretagne et les Pays de la Loire avaient un bureau commun de représentation à Bruxelles. Nous avons maintenant 2 bureaux distincts. Est-ce que cela peut affaiblir notre influence par rapport à l'influence de certaines grandes régions européennes telles que les Länder allemands ou les régions espagnoles qui peuvent avoir des représentations plus importantes à Bruxelles ?» Alors, cette question est pour moi. Oui, je pense. Alors oui, soit toi. Alors attends, peut-être que Hélène, tu poses la deuxième question et vous vous répartissez entre Vanessa Charbonneau et Agnès. Alors, la deuxième, c'était le poids réels des bureaux de représentation des régions dans les prises de décision européennes. Et aussi, est-ce que ces bureaux ont un rôle sur l'appui, par exemple, de certains dossiers qui pourraient être déposés par des acteurs de leur région auprès de la Commission européenne? Donc ça, c'est vraiment la question globale, c'est que faites-vous? Eh bien, vous vous répartissez les rôles entre Vanessa et Agnès. Moi, je vais peut-être répondre sur le premier bout de la question. On peut toutes les deux répondre sur l'ensemble. Mais alors, le bureau était constitué de 3 régions jusqu'en 2017 officiellement, puisque nous avons changé les statuts, même si la région Poitou-Charentes avait déjà disparu du fait de la réforme territoriale. Aujourd'hui, effectivement, elle représente les Pays de la Loire, mais les Pays de la Loire dans son approche territoriale, nous avons créé un bureau qui est porté par une association qui rassemble un certain nombre de partenaires, donc notamment les départements, la région, bien évidemment, qui la finance, les départements, les agglomérations et les chambres consulaires. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui travaillent au sein du bureau est le même, donc la force de frappe est la même. Et j'allais vous dire, quand nous travaillons beaucoup entre régions, la CRPM en est l'exemple, mais parfois sur des sujets avec 1, 2 ou plusieurs régions. Et j'allais dire, il vaut mieux parfois arriver à plusieurs sur un sujet que tout seul. Et donc, j'oserais dire que la force de frappe est presque démultipliée, puisque nous avons un nombre sur des sujets, venir à 2, c'est parfois plus fort que de venir tout seul sur ce sujet. Et donc, nous travaillons. Mais si la deuxième question qui n'a pas été dite est est-ce que vous continuez à travailler avec les autres régions, c'est oui.
Très bien, donc votre réponse est claire et elle va permettre à Agnès de dérouler. Qu'est-ce que finalement ce bureau il fait? On sait qui vous êtes, on a compris quelles étaient les compétences régionales, mais finalement cette belle équipe des Pays de la Loire sur le rond-point Schuman, à un bel endroit stratégique à Bruxelles, soit dit en passant au même endroit que la CRPM. Qu'est-ce que vous faites quotidiennement et finalement quelle est la réponse que vous pouvez donner à notre intervenant? Alors, déjà pour la question par rapport au bureau interrégional, effectivement, notre travail a un petit peu changé, mais évidemment, on continue à travailler avec les régions Nouvelle-Aquitaine et Bretagne en particulier, puisque nous avons des structures qui sont équivalentes, telles que les pôles de compétitivité, par exemple. On a évidemment des priorités qui se rejoignent, puisqu'on a un paysage économique aussi qui se rejoint très régulièrement. Donc, on travaille ensemble, comme je disais, avec les régions françaises à géométrie variable, mais évidemment, sur la façade atlantique, on travaille d'autant plus ensemble régulièrement. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Peut-être que je vais prendre aussi quelques exemples, puisque j'ai déjà expliqué un petit peu ce qu'on faisait, mais on fait remonter, par exemple, les positionnements politiques régionaux. Alors, pour prendre un exemple, je vais prendre celui de la politique agricole commune. Et notre élu, Lydie Bernard, a été très investie depuis le début du mandat régional en venant à Bruxelles de manière très régulière pour s'informer sur les propositions de la Commission européenne, mais également pour présenter les positions régionales. Donc, les documents régionaux qui ont été élaborés en concertation d'ailleurs avec les partenaires en région ont été distribués et expliqués aux institutions européennes. Ça peut être un exemple. On est là aussi pour faire du lobbying spécifique sur certains sujets d'intérêt qui sont vraiment liés à la région des Pays de la Loire. On en a parlé tout à l'heure, l'exemple du corridor du RTET et du rôle du port de Nantes-Saint-Nazaire. Ça a été une action de lobbying vraiment essentielle en lien avec la région, avec le bureau, avec la Commission Arc-Atlantique, pour faire en sorte qu'on puisse bénéficier plus facilement des financements européens sur les transports. On est là aussi pour permettre à nos acteurs d'intégrer des réseaux et d'influer sur les futurs appels à projets. Alors là, je peux prendre l'exemple d'une structure qui s'appelle WIMEC et qui coordonne la communauté nigérienne de la recherche et d'innovation sur les énergies marines renouvelables. On les a soutenus au départ par une série de rendez-vous organisés ici à Bruxelles. Ils ont intégré un certain nombre de réseaux européens et maintenant ils participent directement à l'élaboration des feuilles de route technologiques sur lesquelles la Commission se base pour préparer les futurs appels à projets. Qu'est-ce que je peux citer encore? On est là pour aider nos acteurs à adapter leurs projets pour qu'ils correspondent mieux aux priorités européennes et avoir plus de chances ensuite d'être sélectionnés dans les programmes européens. Là, je peux citer par exemple la société Ixon qui élabore des drones solaires autonomes pour les applications marines et terrestres. Donc, ils ont pu participer à une journée d'information qui avait été faite en lien avec le bureau de notre bureau, mais à Nantes. Ils ont pu avoir un échange avec un point de contact national sur ces sujets-là. Et il y a des rendez-vous qui ont été organisés à Bruxelles en marge, pour soutenir, pour communiquer sur leur projet. Donc, ils ont finalement été bénéficiaires d'un programme, des financements d'un projet européen. Donc, ça a été positif dans ce cas-là. On est là aussi pour mettre en lumière, communiquer sur ce que peuvent faire les acteurs sur le territoire, différentes initiatives, différents projets régionaux. Là, je peux citer les projets fermes bas carbone qui sont soutenus aussi par la région. Donc, dans ce cadre-là, la région des Pays de la Loire a été mobilisée par la Direction générale de l'environnement qui menait une étude européenne sur les exploitations bas carbone.
L'élu est venu présenter ce projet à Bruxelles. Il y a eu un certain nombre de communications également par l'intermédiaire du réseau rural européen qui a fait une petite vidéo sur un exemple ligérien. Voilà, ça c'est notre rôle aussi de facilitateur pour permettre à nos acteurs de communiquer sur les initiatives positives qui sont faites en région. Voilà pour quelques Merci exemples. pour ces exemples. Effectivement, donc, on est bien dans un sens et dans l'autre. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le bureau qui marche, ce n'est pas seulement des élus qui sont bien investis et qui montent souvent à Bruxelles, c'est aussi des acteurs économiques, sociaux et qui sont participants. Et donc, vous êtes vraiment dans un rôle d'interface. Le temps glisse, donc nous allons peut-être garder la CRPM pour un tout petit peu plus tard. Elle va revenir, mais ne soyons pas trop courts sur le volet budgétaire puisqu'il est en plein dans l'actualité. Donc, Hélène va vous faire, moi je suggère, Hélène, que tu prennes la totalité des questions budgétaires et puis vous allez vous les répartir. Ce sont des questions, encore une fois, un peu qui sont venues directement de nos participants et vous allez les adapter à vos réalités. Alors, avec un micro, Hélène. Pardon. Voilà. Oui, donc en effet, une série de questions maintenant, plus sur l'actualité du moment, comme vous l'avez rappelé en introduction les unes et les autres. Donc, Jean-Marc, du Maine-et-Loire, je cite, quelle perspective de la mise en place du budget européen et du plan de relance en 2021 ? Jean-Marc, cette fois-ci de Loire-Atlantique, plan de relance, Green Deal, PAC, comment le comité des régions peut peser sur ces nouvelles orientations? Mais bon, on vient d'avoir une réponse déjà en partie. Également Marilus du Maine-et-Loire qui demande l'Union européenne, quelle priorité pour demain? Santé, migrants, le climat et quelle place dans le monde? Et enfin, Pierre de Vendée, quel est l'impact de la crise sanitaire sur l'avancée ou le recul de l'Union européenne? Voilà pour conclure. Une petite réflexion aussi de Carlos Gomez, qui est lui représentant de la région Aragon en Espagne à Bruxelles. Donc, qui nous questionne sur le rôle des régions sur les fonds Next Generation EU, donc le plan de relance. Voilà, un bloc assez conséquent auquel je vous laisserai la parole à votre guise pour répondre aux différents points, mesdames. Voilà, donc je fais la liaison en disant qu'on ne reprend pas tout le débat budgétaire, il est là, mais voilà un peu les préoccupations des gens. Expliquer, et donc chacun va les prendre, moi je vais vous donner 3 minutes chacune en commençant par Vanessa, vous prenez ce qui vous semble le plus pertinent. Expliquez-nous aussi au passage ce que les gens ne savent pas forcément, qui est la liaison entre les régions et les États. C'est-à-dire que la politique régionale ou certaines politiques, nous mettons le focus aujourd'hui sur les régions, c'est logique, mais la négociation se fait avec les États. Donc comment trouvez-vous votre place sur les négociations budgétaires? Alors peut-être Vanessa Charbonneau en premier, vous prenez l'angle d'attaque que vous souhaitez, conseil régional ou comité des régions, finalement votre poids par rapport au budget en résonance aux questions qui sont posées, s'il vous plaît. En 3 minutes. Oui. C'est dur. Oui, ben c'est les mêmes règles qu'au Parlement européen, c'est-à-dire qu'en 3 minutes, vous prenez les choses qui vous semblent vraiment très, très importantes. J'avais 1 minute aujourd'hui pour parler au comité des régions. Je passe au comité des régions, je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être je vais prendre l'angle région. Le travail qui a été fait dans nos différents, donc en propre région Pays de la Loire, mais dans nos différentes associations, représentations, dont le comité des régions a été d'abord de défendre la politique de cohésion, défendre ensuite un budget qui soit important, en tout cas suffisant pour cette politique de cohésion. La politique de cohésion, c'est la politique historique de l'Union européenne. C'est cette politique qui revêt aussi, qui porte l'essence de ce qu'est l'Union européenne, à savoir de sa construction, en tous les cas, la solidarité. C'est, pour résumer, mais très grossièrement, la contribution de l'ensemble des pays pour aller renforcer les politique, elle allait renforcer les territoires qui sont plus en difficulté avec différents critères, puisque
même si notre territoire, donc la région des Pays de la Loire, est un territoire qui a des indicateurs qui sont plutôt positifs, il n'empêche que nous en avons qui le sont moins et qui justifient que les fonds européens viennent sur notre territoire. Nous sommes en train, alors vous m'arrêtez, je vais dépasser les 3 minutes, nous sommes en train de préparer la prochaine programmation des fonds européens. Et quand je parlais de politique de cohésion, c'est le FEDER, le FSE en particulier, Fonds social européen et Fonds européen de développement régional. Ces sommes sont assez conséquentes. Et pour la prochaine programmation, à partir d'aujourd'hui et pour après, et je vais vous expliquer pourquoi à partir d'aujourd'hui, les sommes sont encore plus importantes que par le passé, puisque s'ajoute à ces fonds, à cette politique de cohésion, le Next Generation, donc le plan de relance, dont une partie est gérée par la région des Pays de la Loire, par les régions et par la région des Pays de la Loire. Je vais essayer d'être assez claire, parce que je vous avoue qu'hier, nous avons eu un exercice avec les ministres et nos échanges étaient parfois un peu compliqués parce que nous devenons de véritables spécialistes, les élus des régions, sur ces fonds-là. Et nous avons un peu perdu, je le dis en toute humilité, mais nous avons un peu perdu les ministres qui pensaient nous expliquer comment ça fonctionnait. Donc ça, c'est pour l'échange avec l'État, puisque donc il y a la négociation qui est faite au niveau européen, mais peut-être que je vais laisser Agnès et Elise en parler plus précisément. Ensuite, des sommes qui viennent sur des sommes et des politiques qui viennent au niveau national, un cadre national qui est défini, mais dans ce cadre national, les régions vont négocier directement avec la Commission européenne, c'est ce que nous faisons actuellement. Nous négocions la prochaine programmation en direct avec la Commission européenne, puisque le cadre national est déjà calé, pas encore approuvé, mais déjà calé. Merci pour votre éclairage. On est au milieu de la complexité, donc effectivement Agnès et Elise vont compléter. Ce qui est toujours difficile à expliquer, c'est qu'on est dans un cadre de temporalité de 7 ans, donc on est sur des budgets de 7 ans. On est effectivement dans la phase de finalisation de la négociation. La négociation pourrait aboutir cette semaine, et à ce moment-là, votre rôle de région que vous décrivez plutôt dans l'amont pour arriver à peser du poids régional dans la négociation, notamment auprès de la France, mais dans un contexte européen, va basculer dans le déroulement ensuite, que vous aurez un budget à votre disposition qu'il faudra dérouler. Donc, c'est ça qui rend les choses complexes. Les gens voient le budget à un moment donné, mais c'est un long processus. Il est négocié. Une fois qu'il est négocié, il est mis en œuvre. Et donc, Agnès, peut-être du côté du bureau, où là, vous êtes plutôt proche des acteurs bruxellois, vous êtes évidemment là dans la période la plus chaude, mais ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur le budget? Vous renvoyez tout, la balle au Conseil régional? Une fois que le budget général est adopté, il y a encore un certain nombre de questions qui se posent, et notamment sur la répartition entre les différents programmes et les différentes politiques. Et au sein de différents programmes, savoir aussi comment ça va être réparti. Donc, je prends l'exemple du futur programme Horizon Europe de la recherche et de l'innovation. On sait normalement à peu près maintenant quel va être le budget qui va être accordé à ce programme, mais il y a encore des discussions sur la répartition au sein de ce programme, et qui pourra avoir un certain nombre de conséquences sur les futurs appels à projets. Donc notre rôle ici à Bruxelles et au bureau, c'est de suivre ces discussions, les négociations, les échanges qu'il peut y avoir encore au sein du Conseil ou là-dessus. Est-ce qu'on peut être encore un peu plus précis sur l'adjectif suivre? Parce que bon, j'ai la question sous les yeux là. Finalement, c'est qui négocie? La région négocie avec l'Union européenne dans un cadre arrêté par l'État? Et ça, c'est la question qui est posée. Qui négocie? Vous suivez, mais ça veut dire quoi? Oui, là, nous, on ne négocie plus. Effectivement, on n'est pas dans la phase de négociation. On a fait part de nos priorités, en général, en amont. On est en lien avec l'État. On fait part de nos priorités et avec le ministère de la Recherche et de l'Innovation, par exemple, il y a un certain nombre d'échanges où on peut participer et faire valoir nos priorités et les besoins en termes de financement aussi. Mais on n'est plus dans la négociation en tant que région, en tout cas, sur place. Je peux peut-être préciser quelque chose, parce que je pense qu'il y a un point qu'il faut vraiment distinguer.
dont je suis bien consciente qu'il n'est pas simple, c'est qu'il y a quand tout à l'heure je parlais de la politique de cohésion, c'est la politique régionale. Et la politique régionale, elle est mise en œuvre par les régions. Et après, il y a toutes les autres politiques qu'on appelle politiques sectorielles qui sont pilotées en direct par la Commission européenne. Et là, effectivement, Agnès, quand elle dit qu'on continue à peser pour négocier sur les budgets et sur les orientations, effectivement, on continue. Quand je parlais tout à l'heure de négociations avec l'État, c'est vraiment sur la politique régionale, puisque là, pour le coup, maintenant, nous en sommes à non plus une négociation avec dans les grandes masses et les grandes orientations, mais une négociation sur où va-t-on mettre les fonds qui sont fléchés vers les régions. Est-ce que, par exemple, je peux mettre est-ce que la région peut financer du très haut débit dans la Sarthe? Il s'avère que nous l'avons déjà fait à la précédente programmation, et aujourd'hui, Bruxelles nous a dit, l'Union européenne nous a dit que nous ne pouvions plus le faire, parce que la France est déjà suffisamment bien avancée, suffisamment bien dotée en réseau très haut débit. Alors, ça va faire rire ceux qui habitent en campagne, qui ne sont pas encore connectés, mais voilà. Oui, votre complément d'information est utile pour bien expliquer, mais nous ne pourrons pas tout expliquer en l'espace d'une heure, qu'effectivement, si nous nous concentrons sur le bloc de politique régionale, par nature, un conseil régional qui en France est une autorité de gestion des fonds structurels est très directement intéressé, donc va s'intéresser à la négociation en premier lieu et au déroulement, puisque c'est vous qui êtes autorité de gestion, donc ça a du sens. Tandis qu'un bureau va suivre l'ensemble des politiques et par conséquent peut être utile à l'ensemble des acteurs dans la durée. Je suis maître du temps avec Hélène, peut-être Élise pour un complément sur le budget, parce que finalement, vous, CRPM, comment agissez-vous sur le budget? Vous n'êtes pas une région, vous n'êtes pas un État, quels sont les leviers? Alors nous, comme CRPM, c'est vrai qu'on s'est très très tôt mobilisé pour influencer les grands chiffres du budget européen et en particulier pour soutenir la politique de cohésion qui est la politique, comme le rappelait Vanessa, dédiée aux régions et sur lesquelles les régions peuvent être autorités de gestion, sachant que ce n'est pas forcément le cas d'un pays à l'autre, mais en tout cas, ce sont des fonds dédiés aux régions pour leur développement. Alors on s'est très très tôt, donc bien en amont des négociations, mobilisés pour faire valoir cette politique de cohésion notamment, ce qui a impliqué de notre part des rendez-vous avec Jean-Claude Juncker, avec les commissaires pour la cohésion, les députés européens qui sont aussi dans le processus législatif, qui font partie du processus législatif, et puis pour finalement aboutir au Conseil, qui est, disons, la dernière instance qui est celle qui a le plus grand rôle pour définir les chiffres du budget, mais qui effectivement réagit à des propositions de la Commission européenne et des rapports du Parlement européen. Donc tout au long du processus de négociation, la CRPM adapte sa stratégie de lobbying pour influencer Commission, Parlement, Conseil et faire valoir la voix des régions, à la fois sur les chiffres, donc sur les budgets, et aussi sur les règlements, c'est-à-dire les méthodes d'utilisation de ces fonds, comme le rappelait Vanessa. Et effectivement, pour la politique de cohésion, l'un des gros enjeux, ça a été effectivement une sorte de recentralisation peut-être de la gestion des fonds, alors que voilà, ce sont des fonds gérés par les régions, mais tout un tas de conditions se sont ajoutées pour recentraliser un peu les prises de décision sur la manière d'investir dans les régions. On peut citer la conditionnalité macroéconomique, par exemple, qui était un sujet vraiment très débattu au niveau européen, qui en fait fait dépendre l'obtention des fonds européens avec le respect par les États de la gouvernance économique, ce qui en fait punirait en fait certaines régions en enlevant leur possibilité d'accéder à ces fonds si un État ne respecte pas la gouvernance économique européenne, par exemple. Bon, merci Élise. À ce stade, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est que le temps passe, donc il va falloir qu'on aille vraiment vers la fin, sinon
Sinon, nous allons sortir de notre cadre. Les bonnes nouvelles, c'est que nous sommes toujours suivis par plus de 50 participants. Donc, vous passionnez les foules et c'est tant mieux. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, en tout cas, pour résumer, cette politique régionale, mais l'ensemble des politiques européennes vont se décliner plus ou moins dans un cadre régional. Et donc, nous allons isoler dans le dernier bloc des questions, je dirais une question parce qu'on ne pourra pas toutes les traiter, en invitant nos auditeurs de toute façon à continuer à suivre les conseils régionaux dans leur actualité quotidienne, puisque une fois que le budget a été voté, c'est un long chemin de 7 ans d'utilisation des fonds structurels, notamment, sans parler de l'utilisation des fonds de l'argent qui peut rester sur les fonds encore de la période actuelle. Mais peut-être, Hélène, je te donne la parole pour un dernier tour de piste plutôt centré sur l'utilisation de l'argent ou la suite. Et là, nous sommes dans la projection 2021. Alors justement, je vais reprendre une question là, qui apparaît dans le chat. Vous pourrez peut-être rassurer justement la personne qui l'a posée. Si j'ai un projet à financer dans 3 ans, pourrais-je obtenir un soutien européen ou faut-il attendre la fin du cycle de ces 7 ans qu'on est en train de débuter, 2021-2027 ? Et puis après, une autre réflexion de Bénédicte de Loire-Atlantique qui dit comment expliquez-vous le peu de visibilité ou le peu de connaissances qu'ont les habitants des Pays de la Loire sur les bénéficiaires des financements européens? Alors là, on parle de communication. S'agit-il d'un désintérêt, d'un manque de transparence, les cofinancements multiples, entre parenthèses, avec Nantes Métropole, BPI, etc., qui diluent la visibilité, la responsabilité des résultats et des bilans. Donc, en effet, souvent, on se demande mais que finance l'Union européenne? Des fois, des opérations de communication qui font croire que c'est une collectivité territoriale plutôt que l'Europe qui finance. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez apporter des éléments de réponse? Peut-être Madame Charbonneau? Et puis en même temps, comme le temps passe, je vais vous demander d'ajouter, je dirais, les éléments qui vous semblent encore manquer dans notre raquette là, pour faire preuve de pédagogie complète. Alors, sur la première question, je répondais dans le chat, mais je pense que je n'ai pas répondu à tout le monde. Le cadre, il est fixé pour 7 ans. Et en fait, c'est une sorte de menu dans lequel on peut piocher, donc avec des axes ou priorités, dans lequel il y a des objectifs. Au sein des axes, on peut faire bouger les lignes. En fait, ce que je voulais dire, c'est que le cadre est fixé pour 7 ans, mais bien évidemment, c'est un cadre qui oriente les financements selon les priorités, mais c'est tout au long de cette période-là que les projets peuvent être déposés. Sur la communication, c'est un vrai sujet. On parle souvent de triste anonymat. C'est l'ancien président de la Commission européenne qui parle de triste anonymat des projets financés, du financement européen. On a eu quelques difficultés, où je prends ça pour moi, parfois à expliquer les choses, notamment sur les fonds structurels, les fonds sectoriels, etc. Parfois, l'illisibilité rend l'action de l'Union européenne peu lisible, peu audible et peu visible. Nous, la région, nous essayons de travailler sur cet aspect communication. Nous avons créé un site internet qui était europe.fr, qui reprenait l'ensemble des projets qui étaient, alors une partie des projets qui étaient financés par les fonds européens. Je sais que des CIED le font également. On fait des sites d'information des maisons de l'Europe pour présenter ce qui est financé. Nous avons fait des déplacements, nous avons invité la presse. La presse n'est pas toujours venue, c'est parfois difficile de les emmener sur ces sujets-là. Il y a une obligation de communication lorsque un projet est financé par les fonds européens. Parfois une tentation, certains élus, pas que les élus, mais parfois une tentation de dire que le projet a été financé par l'un ou par l'autre sans effectivement citer les fonds européens. Donc ça nous travaille, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Et sur les cofinancements, je voudrais juste souligner le fait qu'effectivement, peut-être ça peut diluer la communication, mais c'est aussi un des intérêts de l'argent, de la politique européenne, c'est de créer un effet levier. Par exemple, quand on a, pour la réponse à la crise, nous avons profité des facilités, mis en œuvre les facilités qui avaient été ouvertes par la Commission européenne
faciliter, entre guillemets, c'est toujours un peu compliqué, mais nous avons réussi à le faire, de déplacer des fonds d'une ligne à une autre dans le cadre de la politique de cohésion. J'essaie de faire court, je ne sais pas parler trop vite non plus. Et nous avons notamment mis du Fonds social européen pour acheter des masques ou financer l'achat de masques par les départements également, et pas que. Mais nous avons aussi créé, utilisé du FEDER pour participer à des outils financiers. Alors, effectivement, c'était pas forcément visible, des outils de garantie, mais ça a permis de déclencher d'autres financements, celui de la BPI, celui de la région était là, mais c'est vraiment ce levier-là qui a permis de répondre très concrètement et très rapidement aux besoins de financement des entreprises. Donc voilà, c'est effectivement peut-être dilué, mais l'effet levier qu'il nous faut aussi valoriser. Bon, vous avez raison de valoriser en tout cas le travail qui est fait par le Conseil régional en Pays de la Loire notamment, avec des structures qui ne sont pas toujours visibles, mais qui s'appellent comité de suivi des fonds structurels, dans lequel les acteurs sont impliqués. En termes de visibilité et de communication, on sait, à l'époque où nous pouvions encore circuler en Europe, que la France, globalement, peut mieux faire. Hein. Les régions sont loin d'être exemplaires. Mes amis espagnols sont souvent meilleurs là-dessus. Il n'y a pas photo, donc stimulé par quelques réseaux européens, ça peut nous aider. Ouais, si vous me permettez juste, parce qu'il y a une question sur Next Generation, pour la région des Pays de la Loire, c'est 175 millions d'euros que nous devons engager d'ici à 2023. Voilà, juste pour donner un titre. Donc, en tout cas, je retiens qu'il y a du grain à moudre pour les années qui viennent et que, naturellement, les régions françaises qui avaient voulu être autorités de gestion des fonds structurels sont bien à bord. Sur l'ensemble des fonds structurels, nous parlons ici surtout du FEDER, mais aussi du FEADER. Nous parlons aussi du FSE. Peut-être un mot sur le fonds social. La région a la main sur le fonds social? Alors, une partie, une bonne partie, mais l'État, je vais essayer d'être claire, pardon, je ferme les yeux parce que j'essaie de mettre mes idées au clair pour les retranscrire le plus clairement possible. Oui, c'est pas pour vous piéger, hein, c'est juste pour comprendre qu'un fonds social, c'est savoir qui a la main sur le fonds social en France. Moi-même, j'ai des doutes. Hein. Alors, il y a le programme opérationnel national, donc avec une partie des crédits qui est gérée directement par l'État et ses administrations déconcentrées. Et il y a une partie territoriale, dont une partie est gérée par la région et l'autre partie par l'État. Nous avons négocié dur pour pouvoir récupérer, pour que ce soit plus visible et plus facile pour les porteurs de projets, cette partie territorialisée, mais l'État ne l'a pas conservée et le délègue en partie au département et à d'autres acteurs, notamment les PLI. Pour donner un exemple de financement du Fonds social européen, il y a eu, parce que nous avons perdu la compétence, je ne veux pas complexifier le sujet encore plus, il y a eu des gros financements sur l'apprentissage, donc tous les centres de formation par l'apprentissage qui a été financé par le Fonds social européen. Et après, il y a d'autres. Et demain, puisque nous attachons l'utilisation du Fonds social européen, en tout cas la partie qui nous est confiée, va sur des compétences qui sont les nôtres. Les fonds sociaux européens va surtout aller sur des questions d'orientation, mais également d'accompagnement de la création d'entreprises, l'insertion allant plutôt sur l'aspect géré par les fonds gérés par l'État. J'espère avoir été clair. Bon, je vous remercie. Vanessa Charbonneau, je sais que vous avez une réunion d'ici peu de temps. Est-ce qu'il y a un mot final que vous souhaitez donner avant que je laisse la parole à Agnès et Élise? C'est peut-être simplement dire que quand nous présentons ainsi les sujets, tout a l'air très compliqué, mais en fait, il faut toujours. Vous savez, il y a des grands hommes d'État qui ont dit qu'il fallait toujours prendre un petit peu de recul pour pouvoir bien parler des sujets. Dire que l'intervention, la plus-value de l'Union européenne, je parlais tout à l'heure de solidarité, c'est de faire, alors ça peut paraître impensif, mais c'est de faire ensemble ce que seul on ferait peut-être moins bien, ou d'aller plus loin, plus vite. Et d'aller plus loin, plus vite, c'est, tout à l'heure je parlais de très haut débit, il y a eu beaucoup d'argent de l'Union européenne qui est arrivé sur le très haut débit, sur les infrastructures en très haut débit. Tous les départements, la région des Pays de la Loire est la région la plus équipée en termes de très haut débit. Il n'empêche qu'il reste quelques zones encore, mais nous y travaillons, la collectivité y travaille, et c'est pouvoir aller plus loin. Tout à l'heure, nous parlions de, je vais
pas faire trop long, mais d'Ixon. Ixon qui a accroché un projet européen avec l'aide de toute la chaîne. Agnès ne l'a pas dit, mais Ixon avait bénéficié à l'origine, au début de son activité, du FEDER. Donc il a été financé par le FEDER, qui lui a permis de structurer son projet, qui ensuite lui a permis d'aller encore un peu plus loin. Et puis ensuite, de par l'action des services de la région, notamment tout à l'heure, vous évoquiez Delphine Goujon, qui est au service Action européenne, qui est accompagnée avec le bureau, et ensuite on est monté, enfin, je pourrais continuer l'histoire, mais nous sommes derrière, nous sommes montés à Bruxelles, on a pu accrocher un autre projet encore plus conséquent et aller plus loin et plus fort. Et c'est une très très belle entreprise que je vous invite à découvrir et qui a un projet exceptionnel. Et on en a plein comme ça, des pépites qui deviennent des vrais acteurs européens avec une visibilité européenne. Voilà, je pourrais en parler encore très longtemps, mais je m'égarais, donc je vais m'arrêter là. Non, je pourrais vous garder 2 heures, il n'y a pas de problème. Nous saurions faire, mais donc c'est important d'avoir des acteurs qui sont engagés et des élus qui s'intéressent aux questions européennes et qui les valorisent. Je vous remercie déjà, Vanessa Charbonneau, si vous devez aller à une autre réunion, mais... Je vais devoir m'échapper, je vous remercie beaucoup pour votre invitation et je tenais à saluer la qualité du travail des Maisons de l'Europe et des 5 CIED. Je dis 5 CIED puisqu'il n'y a pas de Maison de l'Europe en Vendée, mais le travail est fait, bien fait, parce que c'est très très important pour valoriser, pour faire valoir cette plus-value européenne qui est réelle. Bonne soirée à tous et pardon de vous voir vous quitter plus tôt. Je vous refais juste le remerciement en retour et en soulignant effectivement que les Pays de la Loire ici sont un bon exemple et intéressant puisqu'ils ont la chance d'avoir 5 centres d'information Europe Direct, ce qui n'est pas le cas partout en France et ailleurs. Et donc, ce travail coopératif est utile avec un soutien aussi du Conseil régional. Nous nous en réjouissons et nous souhaitons évidemment que ceci puisse servir d'exemple, mais nous n'oublions pas qu'il y a d'autres régions qui travaillent très bien. Hein, donc, je vais relaisser la parole tout à l'heure à la CRM. Donc, et dans le chat, au Pays de la Loire. Oui, et dans le chat, je me suis permise de mettre le lien vers justement la page dédiée à l'Europe du Conseil régional des Pays de la Loire, où vous pourrez retrouver toutes les informations dont Madame Charbonneau a fait allusion ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vanessa Charbonneau. Encore un petit mot, Agnès et Élise, sur des choses qui peut-être n'ont pas été dites, qui vous tiennent à cœur. Bon, on va frustrer malheureusement ceux qui ont posé des questions un peu plus techniques sur le déroulement des fonds structurels, mais bon, des choses qui n'ont pas été dites et qui sont importantes. Agnès. Peut-être une des questions était faut-il attendre 3 ans pour porter un projet? Alors, je ne sais pas de quel type de projet il s'agit, mais finalement, même si l'Union européenne est mise à rude épreuve, et notamment en ce moment avec la sortie du Brexit, la difficulté sur le vote du budget, la crise sanitaire, évidemment, je pense que la machine continue à rouler. On peut toujours préparer, en tout cas, être attentif aux appels à projets qui vont sortir, être en lien aussi avec la région sur les fonds structurels. Normalement, ça peut prendre du temps. Alors, je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces 3 ans. Ça peut prendre toujours du temps pour dérouler un projet et financer un projet, mais la machine continue de fonctionner. Bon, ça, c'est un élément important. C'est un encouragement à l'ensemble des acteurs de terrain à persévérer, à utiliser bien leur énergie aussi pour ne pas vouloir tout régler immédiatement à Bruxelles, donc de s'associer à leurs acteurs locaux et régionaux. Il y avait quelqu'un, on ne vous a pas posé cette question, qui disait qui représente la Mayenne à Bruxelles. Donc, on ne dit pas à la personne de Mayenne de monter tout de suite à Bruxelles, elle doit regarder qu'est-ce qu'il y a autour d'elle, mais après de pouvoir dérouler les choses dans la durée, notamment les questions de recherche, innovation, pôle de compétitivité ont été évoquées. Là, il y a un travail vraiment difficile de long terme qui doit être maintenu. Bien, et bien du côté de Élise, la même type de question, et pour nous ramener aussi en finale, je dirais, sur la dimension européenne, en disant dans cette mosaïque de régions européennes, quelles pourraient être nos recommandations, notre feuille de route pour l'année 2021? C'est une question très très large, mais peut-être je me permets de traiter d'un sujet
qu'on n'a pas forcément abordés et sur lesquels la CRPM, la Commission Arc-Atlantique et les Pays de la Loire en tant que présidence de la Commission Arc-Atlantique a été extrêmement active, c'est le Brexit. Et effectivement, là, on a des éléments d'actualité récents et une rupture des négociations, en tout cas une difficulté à trouver un accord entre Boris Johnson et les négociateurs européens, Michel Barnier et puis récemment Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. C'est un sujet que je souhaitais aborder à la fois sous l'angle budget, puisque récemment on a eu la chance de voir apparaître une des conclusions du Conseil qui affirme la création d'un budget de 5 milliards d'euros dédié aux impacts du Brexit. Et c'est en fait quelque chose que, au sein de la CRPM, nous avions demandé à la Commission Arc-Atlantique depuis très très longtemps, puisqu'on avait fait des analyses d'impact du Brexit sur nos territoires. Et grâce à la région Pays de la Loire aussi, nous avions rencontré à plusieurs reprises Michel Barnier pour lui faire part de ces impacts. Et donc voilà, ce travail de longue haleine de 3 ans s'est conclu par la création de la réserve d'ajustement au Brexit de 5 milliards, sur lequel nous continuons à travailler pour pouvoir faire en sorte que ce fonds disponible soit réparti de manière équitable et adressé aux régions et aux secteurs les plus impactés. Donc ça, c'est un travail que nous effectuons actuellement et qui fait écho à l'actualité européenne. Donc je souhaitais mentionner ça. C'est quelque chose sur lequel on va continuer à travailler dans les prochaines années, prochains mois et prochaines années. Sur les perspectives européennes, effectivement, ce sera la mise en place, la mise en œuvre des fonds. Nous allons aider les régions de notre réseau à mettre en place, à comprendre les règlements, qui sont aussi parfois des règlements très complexes et sur lesquels nos régions ont besoin d'échanger entre elles pour savoir comment ça se passe, la mise en œuvre des fonds dans un pays, dans une région, comment vous avez fait, comment vous avez mis en place telle ou telle priorité, programme. Et on le fait particulièrement, notamment avec les Pays de la Loire, par exemple sur le Fonds européen de la pêche, pour comprendre qu'est-ce que ce règlement, quelles sont les nouveautés, qu'est-ce qui est amélioré, comment on peut utiliser au mieux ce nouveau règlement. Et enfin, je souhaitais aussi rebondir sur une des questions qui a été posée, qui intéresse plus les porteurs de projets. La CRPM, évidemment, est un forum de région qui connecte différents acteurs de différents territoires. Donc, si vous souhaitez discuter avec des homologues dans d'autres pays, dans d'autres régions, effectivement, nous, on essaye de faire le lien pour pouvoir créer des projets à dimension transnationale dans le cadre de programmes Interreg, par exemple. Voilà, c'est de l'accompagnement que nous faisons également. Bon, merci Élise pour ces bons exemples. Et puis en ces temps de Brexit, souhaiter bonne chance à l'Arc Atlantique dans son long terme, valoriser l'ensemble des acteurs qui sont présents à Bruxelles. Nous n'en avons décodé qu'une partie. Moi qui ai passé du temps à Bruxelles, mon plaisir a été de travailler avec les réseaux et les institutions, mais effectivement, on risque d'être dans une complexité qui est toujours difficile à expliquer, mais le fait qu'encore 41 personnes nous écoutent est un bon signal d'intérêt vis-à-vis des différents échelons territoriaux. On rentre en France dans une année électorale au niveau des régions et des départements. Nous rentrons vers un début de cycle budgétaire. Nous allons vers une sortie de crise avec des interrogations aussi sur les compétences des régions ou des échelons locaux sur les matières de santé. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions qui seront pertinentes. Mais comme il est 19h25, alors, je laisse un dernier mot à Hélène. Oui, donc je voudrais aussi signaler d'autres acteurs importants qui font ce lien entre nous, les territoires en région, et l'Union européenne, c'est les députés européens. Il y en a, je pense, présente une au moins pour ce soir hein, parmi nous. Mais c'est vrai que nous, en tant qu'Europe Direct, on peut vérifier aussi qu'ils sont vraiment
à notre disposition pour venir expliquer aussi ce qu'il se passe au niveau de l'Union européenne, des négociations entre le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, la Commission européenne. Et c'est vrai que c'est un travail pédagogique important et que ce soit porté par nos députés européens, ils sont plusieurs hein, à répondre à nos sollicitations. Et franchement, on les en remercie parce qu'ils ont vraiment une action vraiment concrète et qui nous permet de mieux comprendre justement cette complexité pour aboutir à des règlements tels que Madame Waterloo vient de l'expliquer. Alors, si je peux me permettre, Monsieur Luc Guyot a la main levée. Je pense que peut-être il veut poser une question, je ne sais pas. Parce qu'on pourrait peut-être lui passer la parole en tant que président exceptionnellement. Donc, Monsieur Guyot, nous vous ouvrons l'accès au micro si vous voulez prendre la parole. C'est l'occasion, puisque nous sommes encore suivis par 40 participants, c'est l'occasion. Anissa, est-ce que tu peux ouvrir le micro? S'il y a la possibilité de le faire, ce serait sympathique. Bon, là, effectivement, excuse comme d'habitude à l'ensemble de nos acteurs qui nous ont posé des bonnes questions. Nous ne pouvons pas répondre à tout, ça va de soi, mais enfin, la vie continue et vous avez maintenant la Monsieur vision des Guyot, acteurs. votre micro peut être ouvert, ça est à vous de l'actionner, je pense. Bon, si vous nous entendez, Monsieur Guyot, on est prêt à vous donner quelques minutes de prise de parole. On est dans le direct. Bon, si ce direct ne marchait pas, eh bien, nous vous donnons un coup de chapeau, mais compte tenu de l'heure, je vais plutôt étendre les remerciements et appuyer ceux d'Hélène en disant qu'effectivement, au-delà des 3 intervenantes que je remercie chaleureusement, et donc merci Agnès de retransmettre des remerciements à Vanessa Charbonneau, c'était un plaisir également d'avoir un visage sur la carte de la CRPM et de nous souhaiter une année 2021 meilleure que 2020, avec un budget qui, nous l'espérons, sera voté, un deal ou un no deal, mais en tout cas, ce n'est pas faute du côté de l'Union européenne d'avoir mis tous ses efforts dans la négociation. Et moi qui ai travaillé avec Michel Barnier à un moment donné, je sais à quel point cet homme-là est solide et compétent, donc ce n'est pas lui, si nous n'y arrivons pas, qui est le fautif. Et puis après, de ne pas oublier que sur le terrain, qu'effectivement, nous avons des maisons de l'Europe et des centres d'information Europe Direct qui sont toujours demandeurs de liens avec les acteurs et remercier en bloc, je dirais, l'ensemble des intervenants et des participants des 6 webinaires, en donnant à nouveau un coup de chapeau à Valérie Hayet qui nous avait donné l'élan de cette envie d'apprendre ce qui se fait au niveau européen en réponse à la crise sanitaire. La crise nous accompagnera encore un petit moment, mais nous espérons poursuivre dans un format de webinaire, pas indéfiniment, mais en tout cas un petit peu sans doute au début de l'année prochaine. Donc, remerciements aussi aux participants de prendre le temps de faire une évaluation aussi précise que possible de ce qui vous a intéressé, de ce que nous pouvons améliorer. Ceci vaut pour l'ensemble de notre travail et je remercie l'ensemble des 38 participants d'être restés avec nous jusqu'à 19h30. Voilà, remerciements donc à tout le monde et puis bonne soirée en espérant que cette semaine sera bonne pour l'Europe. Bon, le Brexit, elle ne peut pas être tout à fait bonne parce que c'est deal ou no deal, mais il faut bien savoir finir de toute façon un chantier qui est ouvert. Le Brexit a déjà eu lieu, hein, c'est la mise en œuvre du Brexit maintenant. Et puis sur le budget, on souhaite qu'on arrive à trouver une solution, ça c'est coriace, à la question du veto hongrois et polonais. Mais bon, le chantier européen et le projet européen n'est jamais un long fleuve tranquille, donc derrière tout ça, espérons aussi qu'on réfléchisse un peu aux règles de l'unanimité qui nous compliquent la vie un peu en permanence. Et bien voilà, si j'ai oublié quelque chose, c'est Hélène qui aura vraiment le dernier mot.
Eh bien, on vous remercie de votre participation. On remercie surtout nos 3 intervenantes ce soir qui nous ont donné des explications claires. Dans le chat, on a vraiment des retours très positifs sur cette compréhension parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu complexe pour le commun des mortels, on va dire, pour le citoyen lambda. Et ce soir, vous nous avez permis d'avoir un éclairage plus précis qui amènera sans doute à ce qu'on vous réinterroge peut-être pour d'autres webinaires plus spécifiques sur chacune de vos caractéristiques. Merci à tous, merci d'avoir participé aussi nombreux à cette soirée et on vous donne rendez-vous avec les Europes Directes dès le mois de janvier pour d'autres thèmes que l'on est en train de vous préparer, mais on ne vous en dit pas plus pour le moment. Merci à tous. Voilà, on va garder un peu d'effet de surprise. Pour l'invitation. Bon, merci à tous et bonne période de fête malgré tout. À vous aussi, un grand merci à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.